Alors, le sujet de l'État-nation est un sujet qu'on peut dire paradoxal. Paradoxal parce que notre élite politique au pouvoir, mais aussi l'élite qui a la prétention de prendre le pouvoir en lieu et place de ceux qui sont en place, n'a même pas le sentiment que la question de l'État-nation, c'est elle qui pourrit de manière effective et même définitive les rapports sociaux et politiques des Africains. Je voudrais rappeler que ce modèle de l'État-nation nous vient de l'Occident. Il a été hérité de la transition monarchique à la République en Occident et il est fondé sur le modèle de la citoyenneté que l'Afrique ne connaît pas en soi. La citoyenneté est étrangère au modèle en Afrique parce que en Afrique, ce n'est pas l'individu qui est face à l'État, c'est la communauté qui est face à l'État. En Afrique, il y a individuation, mais il n'y a pas individualisme. N'oubliez jamais que l'Occident est fondé sur le modèle cartésien, c'est-à-dire la déchirure du tissu social et la répartition des individus en entités atomisées qui n'ont rien à voir entre eux et donc qui chacun célèbre sa citoyenneté en vue de son éventuel bonheur dans cet État-nation. En Afrique, le modèle est fondé sur la communauté. Rien ne se fait pas sans la communauté. De telle façon que, je l'ai dit tout à l'heure, il est paradoxal que les Africains aient le sentiment que le modèle de l'État-nation peut être greffé à un modèle communautariste dont les enjeux sont opposés. Rappelons-nous que c'est depuis que le modèle de l'État-nation est arrivé en Afrique que les exacerbations tribales et les conflits ethniques sont devenus plus importants. Je veux dire que ce n'est pas simplement en Afrique, même en Occident, la montée en puissance des Serbes, des Corses, des Tchétchènes, les Catalans, on se souvient encore dernièrement le besoin d'autonomie de la Catalogne, tout le monde le sait, sans oublier les Kurdes, etc. La vérité est que le modèle État-nation n'a jamais créé de nation. Le modèle État-nation n'a jamais créé d'intégration nationale. N'eût été la présence des pays africains extrêmement riches, l'Occident aurait implosé depuis très longtemps. Parce qu'il faut se le dire de manière concrète, ce sont les richesses interminables du continent africain qui permettent à l'Occident de s'équilibrer et d'équilibrer les revenus de ses citoyens. En d'autres termes, si la question de la monnaie, la question des richesses et du pillage de nos ressources naturelles n'était pas venue se greffer à la situation actuelle de l'Occident, il y a bien longtemps, au moins 2 siècles, que l'Occident n'existerait plus. Ce que je voudrais dire, c'est que non seulement la question du tribalisme régna en Occident, avec les Tchèques, les Tchétchènes, les Corses, les Basques, les Catalans, Occitans, etc. Mais il en est de même en Afrique. Sauf que le tribalisme qui naît en Afrique, ou disons le nationalisme ethnique qui naît en Afrique, naissent par résistance par rapport à un modèle d'État-nation que nos sociétés traditionnelles ne comprennent pas. Mais comme notre élite a été façonnée pour aimer l'odeur du maître, elle n'a même pas conscience que la question de l'État-nation doit être revue de manière fondamentale, car c'est de là que part la division de toutes nos tribus, ainsi que tous les styles de terrorisme que l'on observe, non seulement les styles de terrorisme, mais toutes les bavures ethniques que l'on voit émerger de plus en plus, particulièrement au Cameroun, dont je suis issu. Bien entendu, ailleurs, les mêmes questions se posent, soit en rivalité religieuse, soit en rivalité ethnique. Mais très souvent, la rivalité ethnique se superpose sur la rivalité religieuse. Quelle est la signification qu'il faut donner aux faits politiques?
telle est la vraie problématique. Pourquoi, malgré la mise en éruption des rapports ethniques, pourquoi l'État-nation continue-t-il à être considéré comme le modèle par excellence de l'Afrique? Pourquoi, malgré les génocides Tutsis et Hutus qui sont intervenus précisément parce que le modèle occidental est arrivé à bon endroit, pourquoi est-ce que nous continuons de penser, malgré nous et contre nous, que ce modèle de l'État-nation peut être encore viable? Comment penser que les Africains qui sont allés à l'école, agrégés de droit, agrégés en sciences politiques, agrégés d'économie, aient le sentiment que ce modèle de l'État-là, né ailleurs, sans, j'allais dire, sans enveloppe anthropologique commune avec le modèle africain. Comment peut-on penser que ce modèle soit un idéal pour l'Afrique? La question de l'aliénation est profonde. Elle est très profonde, d'autant plus profonde que quand on écoute nos télévisions les samedis, les dimanches, dans les grands débats qui animent la plupart des télévisions que je connais, les professeurs, grands maîtres de la connaissance, supposés révéler au peuple africain profond ce qu'il ne peut pas comprendre du fait que la raison historique universitaire prévaut encore comme étant la raison mère, la raison épée. Pourquoi est-ce que la problématique de l'Afrique n'est pas posée quant à son fond? Tout se passe comme si l'Afrique n'a rien eu. Tout se passe comme si les empires du Mali et du Ghana, qui avaient 500 millions d'habitants quand on lit Louise-Marie Diop Maes, dans ses prévisions, l'empire du Mali, par exemple, devrait avoir 500 à 700 millions d'habitants avant la colonisation. Alors, comment les Ibn Battuta qui ont vécu dans cette période-là, Ibn Khaldoun, etc., 13e, 14e siècle, ont-ils pu considérer qu'ils n'ont pas vu un seul vol, qu'ils n'ont pas vu une seule prison, qu'ils n'ont pas vu de chômage dans des pays extrêmement grands et importants en nombre? Vous voyez, la question de l'État-nation doit nous préoccuper. Parce que l'État-nation en Afrique a pour objet la captation des richesses africaines. Deuxièmement, la cooptation des élites par lesquelles le pouvoir va être pérennisé aux seuls intérêts de l'Occident. Troisièmement, nos élites sont sous l'emprise des sectes maçonniques et rosicruciennes dont l'enjeu, c'est d'éternellement poser comme matière à réflexion que l'Occident soit définitivement notre maître. Donc, il y a trois dimensions à cette réflexion. Il y a une dimension réflexive. Quel est le modèle qui pourrait supporter le communautarisme africain au fin de rivaliser avec le modèle capitalistique occidental, dont l'enjeu c'est l'individu rationnel porteur du seul profit pour lui, porteur du rendement maximal, dont l'enjeu c'est de faire en sorte que le capital soit définitivement organisé contre les peuples pillés. Donc, le modèle occidental, il faut bien le savoir, il n'a jamais eu pour objectif d'aider les peuples noirs. 6 siècles d'esclavage ont suffi à faire en sorte que nous soyons laminés. 6 siècles d'esclavage, au bout desquels certains Africains ont encore le sentiment confus que la France mère ou l'Amérique mère peut venir les aider. Alors, si nous posons autrement la question, nous dirions, est-ce que notre élite, si abattardie, n'est pas aveuglée? S'il n'y a pas une cécité mentale, elle n'est même plus simplement une cécité des yeux, c'est une cécité mentale, l'aveuglement de l'esprit. Si ce n'est pas une élite mortiférée, qui a la prétention de ressembler au maître, mais qui n'a aucune idée sur ce que c'est que l'Afrique, laquelle élite a le sentiment que ses propres privilèges et ses propres intérêts suffisent à faire marcher l'Afrique et à faire en sorte que l'Afrique aille de l'avant. Donc nous sommes là dans une césure profonde
qui appelle une réflexion autre.